Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir, en plus du jeudi anthropologie avec notre professeur des humanités classiques africaines, Monsieur Omotunde, eh bien nous recevrons les deux auteurs de l'afro-manga, c'est le premier ouvrage de ce genre, les deux auteurs de l'afro-manga de l'Askamit, à savoir Michael Dambi et Dwayne Uno. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 14 janvier 2021 et on débute tout de suite avec l'affaire Clodo puisque tout le monde se pose une question, à savoir s'il a succombé à des blessures infligées par les gendarmes. Le 21 novembre dernier, Claude Jean-Pierre était contrôlé par la gendarmerie dans le bourg de Déhay. Il est ensuite conduit au CHU de Pointe-à-Pitre dans un état préoccupant qui nécessitera une opération et à laquelle il succombera quelques jours plus tard d'ailleurs, décédé dans des circonstances assez opaques. Une vidéo de surveillance permet de visualiser la scène et l'extraction de l'homme par deux gendarmes, effectivement. Une preuve dans le dossier d'instruction qui devrait être complétée par l'autopsie plus des analyses complémentaires, des éléments présentés ce jour par le collectif de défense pour la défense. Regardez. Alors, les images précisément, je les ai visionnées avec Maître Evita Chevry et j'ai fait les mêmes constatations qu'elle. Maître Aristide vous a parlé d'une extraction violente. Une extraction violente, c'est une violence. Et en réalité, je vous ai dit que le rapport d'autopsie faisait état de lésions en lien avec cette extraction. Alors, toute la famille n'a pas pu visionner parce que ce sont des images qui sont violentes pour la famille. Certains ont pu voir quelques instants de l'extraction, d'autres n'ont pas supporté. Ce sont des images qui mettent face à une réalité. La réalité des gestes qui ont entraîné des lésions et qui sont de nature à avoir causé le décès de M. Claude Jean-Pierre. Alors pour l'instant, on parle effectivement encore du conditionnel parce que nous attendons effectivement que la corrélation scientifique soit faite entre les gestes que nous avons constatés et le décès. Sur les images, on voit une extraction violente et c'est pour cela que le juge d'instruction et nous-mêmes avons sollicité des compléments d'autopsie pour, encore une fois, pouvoir affirmer. Aujourd'hui, on a un rapport d'autopsie qui pose énormément de questions et qui invite à des compléments d'autopsie. Et ça sera tout l'intérêt des compléments de nous dire, effectivement, d'établir une corrélation ou non entre les images que nous avons visionnées et les lésions qui ont pu être constatées. Le temps des questionnements est fini. Nous avons accès au dossier, c'était important. Nous avons eu accès au rapport d'autopsie, à la vidéosurveillance, à la vidéoprotection plutôt. Et aujourd'hui, nous sommes dans le dossier. Évidemment qu'on aurait aimé qu'il n'y ait pas eu cette période de latence. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec les demandes d'actes que nous avons d'ores et déjà sollicitées, avec celles que nous allons demander au juge, nous espérons avoir très rapidement des questions et nous reviendrons vers vous pour vous les porter. Et depuis hier, élus, associations d'usagers et collectifs tels que les Moon Guadeloupe sont auditionnés par le président du groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale, à savoir Olivier Servat. Ils sont tous auditionnés en ce moment sur le dossier de loi, un dossier prégnant en Guadeloupe, vous le savez. Une consultation qui entre dans le cadre de la création d'une structure unique de gestion de la ressource après plusieurs années de gabegie financière. Un projet dans les tuyaux depuis bientôt 10 ans maintenant et qui devrait se conclure en décembre 2021. Mais peu importe ce qu'il advient du SIAG ou de la structure unique, les Guadeloupéens veulent de l'eau dans leur robinet. C'est en tout cas ce qu'il ressort du micro-trottoir de la rédaction. Regardez. Je n'ai aucun avis. Mais c'est une bonne chose. Très franchement, si c'est pour que ce soit une série de magouilles comme la précédente, ça sert strictement à rien. Mais vous savez, ici, il y a toujours le cliché du chacun pour soi.
Donc je me demande quand même si c'est quelque chose qui va fonctionner vraiment. Waouh, me poser une colle là. Alors si c'est quoi un butin pour améliorer nous, ça c'est bien. Ben, c'est-à-dire que bon, ça m'intéresse pas moi. Les Guadeloupéens, ils souffrent avec le manque d'eau, en toutes les communes apparemment. Donc c'est trop démagouille. Ben oui, si tout le monde a mis d'accord, ça va changer les choses. Les élus, enfin, ils essaient de s'entendre, hein, mais c'est vrai qu'il y en a toujours un ou deux qui sont un peu, qui pensent chacun à leur intérêt personnel. Donc du coup, j'ai un doute vraiment sur le bon fonctionnement de la structure unique de l'eau. 3 factures d'un coup et on peut prendre de l'eau plus souvent. Alors si tu as plusieurs butins de gérer de l'eau, tu es vrai pour baisser barème à Yotibrin. Les problèmes seraient uniformisés sur l'ensemble de la Guadeloupe, j'espère, et ça permettrait à mon avis de résoudre des problèmes ailleurs, là où justement ils existent, comme Sainte-Anne. Parce que de l'eau là ici, est hyper naturel et qu'on nous va payer cher. Qu'une structure unique, c'est une bonne chose. Comme les bas-fonds, comme tout ça. Elle est coupée 3 fois par semaine. Hein. Alors moi je la plains quand elle part travailler, elle ne peut pas se doucher. Pouh. Vous savez, hein, l'eau en Guadeloupe, c'est la cata. Je ne suis pas gestionnaire, hein, mais je vois que la multiplicité, c'est dans cette multiplicité que se trouvent aussi des inconvénients qu'on ne peut pas régler. Le mieux qu'on veut, c'est de l'eau dans le robinet tous les jours. Hein. Donc moi, je n'ose même pas parler parce qu'on paye beaucoup d'eau et on ne sait pas pourquoi. Donc il faut chercher la solution. C'est le principal, c'est l'eau qu'on attend. Peu importe la solution, peu importe ce qu'ils veulent faire, on veut de l'eau. Et c'est tout. Moi, je ne connais pas la solution. Mais il faudrait y penser fortement parce qu'on dépense beaucoup d'eau, on dépense beaucoup d'argent pour très peu d'eau. Et nous recevons Cédric Cornet, maire de la ville de Gosier, président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Bonsoir Monsieur Cornet. Bonsoir Monsieur Haroldus, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Canal 10. Alors avant d'évoquer le PLU, donc le sujet qui nous intéresse en priorité ce soir, le plan local d'urbanisme, j'aimerais quand même qu'on parle effectivement de ces auditions qui sont effectuées par la mission Outre-mer et donc Olivier Servat pour faire un état des lieux de la gestion de l'eau ici en Guadeloupe. Va-t-on arriver à conclure ce dossier un jour, Monsieur Cornet? Alors, moi, je suis persuadé que oui, puisque avec notre volonté des nouveaux élus, on met tous les moyens en œuvre pour. C'est vrai qu'en ce moment, il y a 2 auditions en parallèle, celle de Madame Bénin et celle de Monsieur Servat. Madame Bénin voudrait faire passer une loi avec Monsieur Théophile pour pouvoir obliger toutes les agglomérations à être ensemble pour ce SMO. Par contre, si le préfet, comme il l'a promis, à la fin du mois, convoque la CDCI, on n'aura pas besoin de cette loi et on créera le syndicat mixte ouvert à 6, la région, le département et les 4 EPCI qui sont prêts à aller dans ce chemin. Mais on ne compte pas Cap Excellence dans ce cas. Non, mais ce qui est bien que le SMO, c'est le mot « haut », c'est le mot « ouvert ». Ça veut dire que nous allons créer le SMO et tout naturellement, quand Cap Excellence dira que ça marche, ils viendront nous rejoindre au plus vite. Donc il n'y a pas de difficulté. La preuve, à la fin du mois aussi, le préfet doit convoquer la CDCI pour Sinoval. C'est l'usine que nous créons avec le Nord Grande Terre et on est 2, on n'est pas 7. Et il n'y a pas de problème. Donc, et la région est seulement membre qui va visionner, mais qui n'est pas membre intégral. Donc, je ne comprends pas pourquoi on aurait tant de blocages alors qu'une SMO est faite pour être créée et avancer. Là, il y a 6 présidents et présidentes qui sont d'accord pour ce syndicat mixte ouvert. On a déjà signé un CTAP à la région Guadeloupe le mois dernier. Eh bien maintenant, il n'y a plus que le préfet. Si ça ne se réalise pas, c'est que l'État refuse qu'on avance sur le dossier de l'eau. Vous voyez une bonne volonté de la part de l'État de régler ce problème, hormis dans les mots. Je ne fais pas de jugement tant qu'on n'a pas vu les résultats. À la fin du mois, je pourrais vous dire si l'État veut régler le problème de l'eau en Guadeloupe ou pas. Parce qu'il faut savoir que c'est la loi. Un syndicat ne peut pas se créer sans l'aval du préfet.
On est d'accord là-dessus. Tout simplement. Donc, sur l'aspect légal, pour la création, de toute façon, il faut l'aval de l'État. Oui. C'est quelque chose qu'on peut faire donc avant décembre 2021 ? Non, mais normalement, à la fin du mois de janvier. Fin du mois. Quand j'ai appelé le préfet Rochat, il m'a dit qu'il convoquait, puisque la CDCI, ils ont dû revoter leurs membres. Il fallait faire un arrêté, ce qu'il va faire cette semaine. Et dès que l'arrêté des membres de la CDCI est acté, eh ben à ce moment-là, on peut convoquer la CDCI pour créer les deux syndicats, le SMO de l'eau et le SMO de Sinoval pour la valorisation des déchets. Très bien. Alors, il y a une autre question que les Guadeloupéens se posent, c'est ces 400 millions qui étaient soi-disant sur la table et que finalement on ne voit plus dans le plan d'investissement. La région se retrouvera finalement à plus financer même presque que l'État. Pourquoi ? Alors, à ce que j'ai compris aux dernières nouvelles, le ministre de l'Outre-mer, qui ne nous parle plus depuis quelque temps à cause du 31 décembre, mais il a aussi des affaires à régler à Paris, je pense, vu l'actualité que je regarde à la télévision internationale et nationale. Pour enquête pour prise illégale d'intérêt. Exactement. Nous dit que les 400 millions, c'est lorsque le SMO sera créé. Donc, quid de la question de la fin du mois pour voir si, lorsque le SMO est créé, on a les 400 millions qui vont tomber. Mais il manquerait toujours 600 millions d'euros. Il faut savoir que le projet, pour redonner, parce que je redis, nous, on travaille pour que les tours d'eau soient respectés. On parle bien de la fin des tours d'eau, pas de la réfection de l'intégralité du réseau. La réfection intégrale du réseau de la Guadeloupe, c'est 1 milliard d'euros et c'est 980 millions pour l'assainissement. Donc il nous faudrait trouver 2 milliards pour pouvoir régler donc totalement... Donc on ne fantasme pas les 2 milliards dont on parlait il y a quelques années. Exactement, on ne le fantasme toujours pas. Et c'est pour ça que pour moi, au lieu de parler seulement de l'État, moi je pense que l'État est complice. Bien sûr qu'il y a eu des élus guadeloupéens qui ont fait des bêtises, mais je pense qu'en mettant la Générale des Eaux et la Nantaise des Eaux, ils nous ont mis dans une difficulté car ces sociétés se sont servies et n'ont pas servi la population du Gosier et de la Guadeloupe. Effectivement, le service n'a pas été rendu. Ils ont touché l'argent des canalisations. Comme pour ce logiciel de facturation. Exactement. Ils ont touché l'argent des canalisations et ne les ont pas réparés. Qui fait qu'on se retrouve à réparer des canalisations de 50 ans, de 30 ans, de 40 ans qui auraient dû être remplacées il y a longtemps. Et qu'est-ce qui empêche le schéma de se reproduire avec Veolia qui rentrera normalement en leader sur le marché ? Moi, je n'ai pas cette information. Normalement, avec le SMO, normalement, les élus guadeloupéens en ayant la main, ils ne permettraient pas que Veolia ou Suez rentre. Par contre, avec la loi de Mme Bénin, il y a une possibilité que les lobbies à l'Assemblée nationale demandent qu'une société telle que Veolia ou Suez ait le contrôle. Et la preuve, lorsque le préfet a fait les réquisitions, qu'il a appelé Suez avec la société Caruquero. Donc ça veut bien dire que mon fondement, il est totalement fondé. La Nantaise des Eaux et la Générale des Eaux ne sont pas rentrés avec des Guadeloupéens, c'est bien l'État qui a permis à ces sociétés d'être fermiers pour l'eau de la Guadeloupe. Et c'est là qu'on a un vrai problème de fond, puisque maintenant l'État nous dit, par son ministre de l'Outre-mer, que non, on n'a aucun rapport avec l'eau depuis 50 ans. Mais la question, quel Guadeloupéen avait assez de puissance pour faire venir des multinationales sur le sol de la Guadeloupe? Moi, je vois que l'État français. On a senti un peu certaines divergences pendant le procès d'Amélius Hernandez, qui était à la présidence du SIAG pendant un certain temps. Il y a une autre question que les usagers se posent, à savoir, est-ce qu'ils intégreront finalement cette structure unique ? Parce qu'il devait y avoir une répartition équitable. Si la CDCI se réunit à la fin du mois et que le SMO est créé, la loi française est très claire. C'est impossible qu'une personne non élue peut siéger à une instance pour voter. Elle sera dans le conseil d'administration, mais elle ne pourra pas avoir le vote. Mais un regard, on parle du droit de regard. C'est ça. Oui, mais il y a 3 types d'associations pour l'eau. Il y en a qui demandent un droit de regard, il y en a qui demandent de voter pour prendre les décisions. Et après, il y en a une autre forme qui est un peu plus souple, mais il y a quand même une partie importante qui veulent être pour voter, être membres actifs du vote des décisions. Je crois qu'ils ont reçu une fin de non-recevoir pour cette option. Ça, alors, par contre, si l'État bloque pour la CDCI et qu'on passe par la loi, moi j'ai demandé à Mme Bénin que si on n'arrivait pas avec l'État à arriver à la création du SMO, d'intégrer la population. Alors ils m'ont demandé sous quelle forme. Je leur ai dit que les 3 formes devraient être présentes puisque
aujourd'hui, le sujet de l'eau a été tellement d'actualité, les gens ont tellement souffert de l'eau, dont moi, puisque moi j'ai été élevé à Marcafé avec le manque d'eau, eh ben, je comprends que les gens veulent regarder, assister et surtout débattre et prendre les meilleures décisions, peut-être qui ne seraient pas politiques, mais plus humaines, pour le bien-être des Guadeloupéens. En parlant d'humanité, on comprend bien que le SIAG a besoin de recouvrer ses créances pour pouvoir retourner à un équilibre financier, mais beaucoup reçoivent des factures, beaucoup de factures, des factures qui peuvent se succéder à très courte échelle. Donc, que faire pour ces personnes? Je vais leur dire, et là c'est le premier, puisque le SIAG, il y a eu un rôle, puisque la DRFIP, l'État avait bloqué, qui fait que les gens n'ont pas reçu de facture pendant un certain temps, presque 2 ans, dont moi. Moi aussi, j'ai reçu 3 factures dans ma boîte aux lettres, donc il faut que je les paye. Aujourd'hui, si on veut relancer la réparation des canalisations, si on veut payer les fournisseurs, si on veut de l'eau en quantité, en qualité, je sais que c'est compliqué, mais il faut essayer d'arriver à payer même une sur les 3 et avec vos petits moyens. Mais là, c'est le Trésor qui assure les recouvrements. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de négociations possibles avec le Trésor. Ça va directement au SIAG. Ça fait que, notamment, les employés du SIAG peuvent être payés. Ah non, que le recouvrement soit effectué, mais que les personnes, effectivement, soient recouvrées par le Trésor public. Ça peut être compliqué, parce que le Trésor public ne demande pas. C'est la faute de l'État, parce que c'est l'État qui a arrêté le guichet de Sainte-Anne, le guichet du SIAG. L'État a dit non, c'est nous qui récupérons l'argent. Parce que l'État a fait des réquisitions avec Suez et veut pouvoir payer Suez. Donc en gros, et comme vous dites, avec le Trésor, eh bien, malheureusement, moi je plains cette situation parce qu'ils viendront chercher sur nos comptes. Le Trésor, on ne peut pas négocier avec eux, alors qu'on pouvait négocier avec le SIAG. Et ça, malheureusement, c'est l'État français qui est comme ça. Malheureusement, on est dans un pays comme ça où tout se décide à Paris, malgré la loi 4D, qui normalement on devait décentraliser, différencier, décomplexifier soi-disant. Regardez, aujourd'hui, au lieu d'aider la situation pour améliorer et avancer, on se retrouve que c'est Paris qui décide pour la Guadeloupe et ils disent voilà, vous payez et vous ne pouvez pas faire autrement. Parce qu'ils ont le sentiment quand même d'avoir déjà payé, puisqu'on a déjà payé pour le réseau. C'est ça. Maintenant se faire saisir parce que... je partage, comme je le dis à tous les Guadeloupéens, moi j'ai reçu 3 factures de suite à payer, il faut que je les paye. Et je ne peux pas faire autrement parce que le Trésor public ira saisir mon compte après. Alors avant de passer au plus, puisqu'effectivement j'ai beaucoup de questions, mais on n'aura pas forcément le temps, j'aimerais qu'on parle quand même de cette affaire de Claude Jean-Pierre, cet homme qui a été interpellé par la gendarmerie en novembre dernier, qui est décédé des suites de ses blessures, dans des circonstances un peu, même vraiment très opaques. La justice semble avoir du mal à pouvoir faire son travail quand il s'agit de la police. Que pensez-vous de ça ? Moi, je trouve que c'est une triste affaire et j'ai une forte pensée pour la famille, les amis, les proches de Clodo. J'ai été très choqué de ce qui s'est passé. Je ne connais pas les tenants aboutissants. Moi, la seule chose que j'espère, c'est que la vérité éclatera et que la justice pourra faire son travail et découvrir réellement qui a fait quoi et comment. Et que ça permettra peut-être aux familles, aux amis de mieux faire leur deuil. Mais j'imagine qu'actuellement, le fait de ne pas comprendre et de ne pas connaître l'histoire, ça doit être très compliqué de faire leur deuil. C'est pas évident. On en vient au plan local d'urbanisme, justement, pour la ville du Gosier. Que nous préparez-vous, justement, pour cette mandature ? Bon, vous savez que, et ça je parle directement aux habitants du Gosier, je récupère une situation très compliquée. C'est-à-dire que juste avant les élections, le tribunal de Bordeaux a cassé le PLU du Gosier pour 2 choses importantes. La question environnementale et le bilan des concertations. Donc le tribunal considérait que le dossier n'était pas complet. Ce qui fait qu'on est tombé dans le poste. Et vous savez que le Covid est arrivé. Et là, les élections ont été repoussées au mois de juin. Donc on a été élu au mois de juillet. Et pour pouvoir faire un PLU, c'est minimum 2 ans, 24 mois. Et donc, il nous restait que très peu de temps. Alors avec l'appui du préfet Rochat, il nous a dit que si on récupère, on renégocie
la partie environnementale et qu'on retrouve les concertations et le bilan de concertation, on peut reprendre le PLU. Mais nous, majorité au service de la population, on avait promis de le réviser. Donc, dans une première étape, on va éviter le RNU, donc éviter que ce soit l'État et la DEAL qui contrôlent l'urbanisme des Gozériens. Nous préférons que ce soit les Gozériens qui contrôlent leur urbanisme. Et au mois de juin, lorsqu'on aura récupéré le PLU, on va le réviser en faisant de grandes, et j'espère qu'il n'y aura plus le virus, de grandes réunions, de concertation, où tous les Gozériens pourront dire, voilà comment nous on voit. Et le PLU, c'est celui de 2015, on est en 2021, en 6 ans, et peut-être même en 8 ans, puis ça prendra 2 ans, eh bien, on aura mis à jour la volonté des Gozériens. Mais ce que nous ne voulions pas, c'est que les 2 ans, on avait le choix. Soit c'était 2 ans sous le règne de la DEAL ou 2 ans sous le règne des Gozériens. On a préféré que ce soit le règne des Gozériens. Donc là, on va récupérer le PLU. Donc on pourra décider pour les Gozériens avec eux et être dans une logique de construction d'urbanisme. Et dans 2 ans, on pourra mettre à jour ce PLU. Vous aviez alerté aussi la préfecture sur le fait que vous vouliez récupérer la zone de Grand B en gestion aussi. Oui. Qu'en est-il? Eh bien, jusqu'à présent, c'est très compliqué parce qu'on aimerait que ça soit plus une zone rouge, mais une zone bleu foncé avec certaines particularités pour permettre la construction, voire même la reconstruction de Grand Bay. Là, en ce moment, je viens de signer un chantier à 70 000 € pour refaire les routes de Grand Bay. On a mis 4 millions d'euros au PPI pour Grand Bay et on aimerait faire de Grand Bay quelque chose de plus agréable, de plus humain. Voilà, de plus humain. Aujourd'hui, je n'aime pas la situation de Grand Bay. Ils m'ont appelé, il y avait des fuites. On a réparé les fuites. Maintenant que c'est réparé, dans la semaine, la route centrale de Grand Bay qui emmène vers la plage, pas celle de droite, mais centrale, eh ben, elle va être refaite pour pouvoir durer au moins 20 ans. On ne fait pas de l'enrobé, on fait du béton. Pour pouvoir tenir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je n'aime pas le côté, comment dire, en termes de temps qui est limité. Je voudrais que lorsqu'on met de l'argent public, qu'on sache que cet investissement, il va durer dans le temps. Mais on est censé être visionnaire. Voilà, et donc, la route centrale de Grand Bay est vouée à, au lieu d'à chaque fois de refaire des pansements, faire une vraie route pour qu'elle dure 20 ans. C'est ce que j'ai prévu, je viens de signer ça, et donc l'entreprise va faire ça cette semaine. Donc je pense que pour le 22-23, on pourra avoir une route convenable dans le centre de Grand Bay. J'ai envie de vous dire enfin. Oui. Et on a entendu parler aussi d'un autre projet qui devrait voir le jour à côté du hall des sports. De quoi s'agit-il? Alors, on a plusieurs projets en cours. À côté du Palais des Sports, on va créer un marché et un nouveau terrain de football. Ça c'est, oui. Pour le terrain de football, bon, on a déjà des équipements sportifs, ce qui m'intéresse principalement. Oui, mais on va y venir, c'est le marché. On a beaucoup d'équipements sportifs inondables. Donc là, on a une zone où ce n'est pas inondable. Donc ce sera beaucoup plus intéressant donc, de rajouter encore un équipement public pour la ville du Gosier. Puis à savoir que l'AS Gosier est championne en titre et qu'on est en tête du championnat. N'en déplaise à mon ami entraîneur et vice-président du CSM. Voilà. Et c'est vrai que je veux pouvoir monter en gamme parce que je pense que par le sport, on peut créer de l'emploi, de l'activité, de l'attractivité sur le territoire. On va faire un marché pour pouvoir retirer celui du bourg, de la Dacha, pour plus qu'il y ait les embouteillages le vendredi soir. Donc il sera placé là. Et nous allons créer Quel type de marché? Un marché permanent du lundi au dimanche. D'accord. On est d'accord, un marché fermé. Mais un marché où tout le monde pourra venir se retrouver en toute sécurité. J'ai un parking qui est en place. Et nous allons créer un gymnase juste derrière l'église. Nous allons réparer l'erreur de la Maricela qui a été écrasée. Nous allons refaire... Juste derrière l'église? Oui. Et pourquoi pas derrière le cimetière. Derrière le cimetière? Voilà. On ne parlait pas d'une extension, il ne devait pas y avoir une extension du cimetière? Il y a aussi une extension. Il y aura le gymnase et l'extension du cimetière. Il y a de la place pour tout ça? On a déjà tout prévu. D'accord. On a tout prévu. Oui. Il y a une école qui était un bâtiment vétuste qui va être écrasé. Et il y a le terrain de basket et de handball qui actuellement, lui aussi va être rasé. Et on va faire quelque chose de bien en plein bourg du Gosier.
Alors, j'aimerais bien revenir sur le marché parce que ça, c'est un projet Oui. quand même qui devrait rapporter aussi à la ville et à la Guadeloupe puisqu'on a besoin de marché. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'investissement qui sera réalisé sur ce bâtiment ? Normalement, c'est entre 3 et 4 millions d'euros. Donc pour 4 millions d'euros, on aura quand même un équipement qui C'est ce devrait qu'on veut. accueillir. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a mis aussi pour le gymnase, c'est 4 millions d'euros. Ok, mais il ne sera pas réservé qu'aux gosiériens. Non, et en plus, on va rajouter l'ATP Gosier. Vous savez que le tennis, les meilleurs du monde font des tournées dans le monde entier. Et donc, ça commence par l'Australie, ça finit par Miami. Eh bien, on aurait aimé que ça finisse par le Gosier. On a déjà 2 millions d'euros pour faire l'ATP Gosier. Et on espère que dès que ce sera fait, eh bien, on pourra être dans le Grand Chelem et que Nadal, Federer, Djokovic viennent gagner leur trophée au Gosier. Mais à condition qu'on ait des retombées. Ben, c'est l'objectif, puisque vous savez que nous, notre pétrole, c'est le tourisme. Donc on met tout en place pour attirer un public qui va Est-ce que le Covid ne nous a pas consommer. démontré qu'on ne devrait peut-être pas axer autant d'énergie uniquement sur le tourisme ? Au contraire, parce que je vois qu'on a 41 000 touristes qui sillonnent la Carle actuellement et que les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins, toutes les voitures sont louées. Vous ne trouvez pas une voiture à moins de 70 € la journée actuellement. Donc au contraire, ça veut bien dire que demain, quand on est dans cette période un peu incertaine, les gens ils viennent vers des zones qui sont protégées comme la Guadeloupe, où il y a du soleil. Vous savez que lorsqu'il y a du soleil, le virus est moins présent. Eh bien, regardez, il y a plus de 41 000 touristes qui sont venus consommer chez nous. Donc, en tant que président de la Carle, je ne vais pas laisser ça passer. Au contraire, je dois accentuer que le bon souvenir qu'ils ont eu pendant le Covid, qu'ils le perpétuent dans les années à venir et qu'ils alimentent et qu'ils nourrissent les familles du Gosier et de la Carle. Apparemment, on est aussi côté que Dubaï. J'espère remonter encore le... C'est un peu mon défi. Le méridien à Saint-François, je sais qu'on veut le refaire, je vais appuyer pour ça. Sur ces questions, Monsieur Cornet, ça nous taronne un peu parce qu'on a l'impression que les collectivités s'amusent beaucoup à financer les groupes hôteliers et qu'il n'y a pas forcément de retour sur investissement. Alors que moi, je finance rien. Par contre, j'invite les investisseurs à investir. Très bien. Voilà, mais ce n'est pas aux collectivités à d'investir. Moi, je suis la personne, on va dire que je suis le commercial de la Carle et de la ville du Gosier. Mon but, c'est de donner envie de venir à la Carle, de venir consommer à la Carle, de démontrer qu'on a un territoire qui est riche en termes d'offres touristiques, économie bleue, économie verte. Voilà, si vous voulez être heureux, venez passer vos vacances à la Riviera du Levant. C'est un peu ça mon créneau. Et en faisant ça, en créant de l'attractivité, automatiquement les investisseurs vont mettre de l'argent à Saint-François, à Sainte-Anne, à Gosier et à la Désirade. Demain, je serai à la Désirade. On a déjà commencé avec le maire de Désirade à ramener des investisseurs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire sur le territoire de la Désirade. On a conseil communautaire demain matin à la Désirade. Parce que c'est difficile, vous l'entendrez, qu'on nous dise on investit, donc la région investit sur des hôtels et que ces hôtels ferment par la suite. Mais ça c'est la région. Mais le président de la Carle lui dit juste venez à la Carle. D'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Cédric Cornet. Je le rappelle, maire du Gosier et président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Merci encore. Et compte tenu de la pénurie d'ouvriers qualifiés dans les différentes filières agricoles, le RSMA collabore maintenant avec le groupement d'employeurs agricoles et les producteurs de bananes. Les stagiaires sont donc mis à disposition des exploitants avec des contrats de travailleurs saisonniers. Le reste en images. L'objectif, c'est en tant qu'organisation de producteurs, c'est de trouver des partenaires qui nous aident dans notre filière à recruter et à trouver des gens formés pour le métier de l'agriculture et particulièrement la banane, la production de la banane. Nous, on a un vivier de jeunes, donc le but du jeu, c'est de les insérer aussi dans le domaine. Et ce sont on n'a pas dit les piliers de la partie bananerie, donc pour moi, c'est normal de partager avec eux. C'est une filière qui est demandeuse de main-d'œuvre. Le ratio est à peu près de 0,08 à 0,9 ouvriers à l'hectare. Donc c'est une filière qui est demandeuse d'emploi, enfin de main-d'œuvre, mais aussi c'est une filière où il y a plusieurs métiers. Des métiers dans l'agriculture au champ, dans l'emballage, dans le conditionnement, dans le mécanisme aussi, le machinisme agricole. Donc oui, c'est une filière qui cherche à recruter et qui cherche à se rajeunir.
Donc nous, ça nous permet d'insérer des jeunes, mais qui soient aussi insérés, une insertion cadrée, non au profit au noir, ou etc. Donc c'est pour ça qu'avant un partenariat, c'est consolider l'avenir du jeune et un certain suivi aussi du jeune. Alors c'est un véritable partenariat et on a très rarement été déçus des promotions qui sortent du RSMA. Donc ils ont à la fois le côté technique, mais il y a aussi le savoir-être et le savoir-vivre que le RSMA leur inculque. Et donc on sent la différence. Un reportage signé Maxime Morel. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et vous le savez, nous sommes jeudi. Et le jeudi, nous parlons anthropologie noire avec le professeur Omotunde, qui est spécialiste des humanités classiques africaines. Et ce soir, en prime, nous allons vous présenter le premier afro-manga sorti effectivement sur la planète Terre. Nous sommes extrêmement contents de cet événement. Et il sera présenté par ces deux auteurs, à savoir Michael Nambi et Dwayne Uno, qui ont fait un travail de dingue pour réaliser cet ouvrage. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Johanna Bon, à Patrice Antoine, bonsoir à Annie Steven Potino, bonsoir à Lydia Luce, à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Rodrigue Nidois, à Cédrine Hibiscus des Îles, à Anémone Mus, à Willem Cancel, à Moïse Aubin, à Ludovic Luce, bonsoir à Ludovic Tolassi, Moon Guadeloupe. D'ailleurs, les Moon Guadeloupe qui étaient en audition aujourd'hui pour ces fameuses auditions réalisées par les députés Servat et Bénin, eh bien, les Moon Guadeloupe ont été auditionnés, dont Ludovic Tolassi pendant plus d'une heure. Bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Chris Berthelot et bonsoir à Sylvie Jalin. On se retrouve après la coupure pub. On parle du manga de l'Ascamit. Et en deuxième partie, ce sera le cours d'anthropologie. On va parler du nombre d'or et du gros cas. A tout de suite.